Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on va parler de l'aspect juridique pour continuer notre travail transversal avec nos invités. On avait commencé avec Andrea Bescon pour sur la résilience. Après, on a parlé aussi des réseaux sociaux et ses risques. On a parlé de Muriel Salmona pour comment réparer un traumatisme. La BPDJ est venue nous présenter la salle Mélanie et l'audition d'un mineur. Et aujourd'hui, donc, on va parler de tout le travail juridique qu'il y a et le parcours juridique d'une victime. Vous êtes, bon, pour l'instant pas nombreux, mais on va parler donc de ce sujet-là. Et pour ceux qui m'ont déjà envoyé des messages, donc Fred, pour vous le présenter, c'est ce fameux Fred dont je parle souvent. Donc Fred Launay, maître Launay, qui était mon avocat, qui est mon avocat parce que malheureusement j'ai eu encore besoin de lui il y a pas longtemps, et donc qui a été le pilier dans ma résilience, avec qui j'ai un lien très fort, qui fait partie de l'association aujourd'hui et depuis le début de sa création, et qui est, pour la petite histoire, même devenu mon parrain le 29 novembre dernier justement pour lier encore plus nos liens et le soutien qu'il m'a apporté depuis 2013 que j'ai parlé. Donc Fred, bâtonnier de Dax aujourd'hui, si tu peux te présenter vite fait, même si j'ai dit pas mal de choses. Oui, je vais pas rajouter grand-chose, sinon je suis également l'avocat de l'administrateur ad hoc, c'est-à-dire que lorsque des enfants subissent des choses dans leur famille, que leurs représentants légaux qui ont le droit de déposer plainte pour eux sont impliqués ou sont en situation de porte-à-faux, la société a prévu de désigner un administrateur des droits de l'enfant qui est différent de ses parents. Cet administrateur, c'est le conseil départemental de par la loi, et je représente cet administrateur ad hoc aux côtés des enfants victimes depuis maintenant une vingtaine d'années. Bien. Donc, on a déjà plusieurs questions qui sont arrivées, mais pour commencer, je pense qu'il faudrait qu'on fasse un rappel et mettre des mots sur les actes, parce que moi, il y a beaucoup de victimes que je reçois, ou encore tout à l'heure, c'est moi qui ai appris que ce qu'elle avait subi, c'était un viol. Donc donner les définitions de la différence qu'il y a entre des attouchements et des viols, ce qui différencie les deux, et déjà commencer par ça, donc une agression sexuelle et un viol. Alors, un viol est une agression sexuelle. Oui. En termes sémantiques, on entend, on utilise généralement les notions de viol, d'agression sexuelle, et on entend parler d'atteinte sexuelle. Pour faire simple, un viol, c'est un crime. C'est-à-dire un crime qui est jugé devant une cour d'assises. Ce viol, il suppose une pénétration de tout temps à jamais, c'est une pénétration du corps de la victime. Et depuis 2018, et la loi Schiappa, ce peut être également la pénétration du corps de l'auteur. C'est-à-dire qu'une fellation imposée à une victime par un agresseur est depuis 2018 un viol. Et on est toujours donc avec cette idée de pénétration. Pour être complet sur cette définition, cette pénétration ne doit pas nécessairement concerner des organes sexuels. Il faut qu'il y ait une pénétration dans le cadre d'actes à portée sexuelle. La Cour de cassation a déjà qualifié de viol, pour exemple, une pénétration forcée d'un goulot de bouteille dans la bouche d'une victime, ce qui en soi a priori n'est pas sexuel, mais il y a bien une effraction physique, et cette pénétration s'était faite dans le cadre d'un simulacre sexuel. On était donc dans une ambiance sexuelle, ça a été qualifié de viol. Le reste, ce sont des agressions sexuelles. Alors, on interroge souvent alors, des attouchements, c'est un mot commun, c'est un nom commun, ce n'est pas une qualification pénale. La qualification pénale, c'est celle d'agression sexuelle. Et les agressions sexuelles sont, alors je vais te lire l'article 222 du Code pénal,
constitue une agression sexuelle, hormis le viol, qui est aussi une agression sexuelle, mais toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Ces qualifications, violence, contrainte, menace ou surprise, sont celles qui caractérisent le défaut de consentement. Pour qu'il y ait agression sexuelle, il faut qu'il n'y ait pas de consentement. Cette question, j'y reviendrai dans un instant, mais est évidemment au cœur de la poursuite pénale. C'est-à-dire que les agressions concernent des adultes ou qu'ils concernent des mineurs, la question du consentement ou non de la victime se pose. C'est la première question qui se pose sur le terrain pénal. C'est ce qui a fait débat il n'y a pas longtemps, avec le consentement ou pas, à 11 ans et demi. Alors, voilà. Pourquoi? Parce que le mineur est une victime particulière. Un mineur, alors en 11 ans, à 9 ans, à 8 ans, il n'y a pas de différence. Un mineur de 15 ans est un mineur qui... c'est pas un mineur de moins de 15 ans. Hein, on appelle ça un mineur de 15 ans, quelqu'un qui n'a pas encore 15 ans révolus. Et on classe dans cette même catégorie un mineur de 6 mois, il y a des nourrissons qui sont victimes, et un jeune enfant de 14 ans et demi. Ce sont nécessairement des mineurs en vulnérabilité, a fortiori face à un adulte. Et donc, la passivité avec laquelle ils peuvent subir les agressions ne manifeste pas nécessairement un consentement éclairé. Or, il n'y a pas véritablement de définition de ce qu'est le consentement. J'y reviendrai dans un instant, mais la loi Schiappa a au moins eu cet intérêt d'orienter le juge pour lui donner les conditions de la contrainte. Avec un mineur, on considère par exemple qu'une grande différence d'âge peut constituer une contrainte. Donc, s'il y a violence, contrainte, menace ou surprise, lors d'une atteinte sexuelle, il y a agression sexuelle. Atteinte sexuelle, c'est la dernière notion, c'est un acte à portée sexuelle entre deux personnes. Si cet acte est consenti et qu'on établit un consentement de la victime, il ne pose pas de problème entre adultes. Il ne pose de problème que soit si la victime a au-delà de 15 ans, entre 15 ans et 18 ans, et qu'elle est mineure, entre 15 ans et 18 ans, et que cette atteinte sexuelle a lieu avec quelqu'un qui a sur elle une autorité ou qui est un ascendant légitime. Comme un entraîneur, comme un parent. Par exemple, et alors même que les actes seraient consentis. Ou lorsqu'elle a moins de 15 ans, il y a atteinte sexuelle, même s'il y a un consentement, même si le juge n'a pas réussi à se convaincre d'un défaut de consentement. Du moment qu'il y a autorité, de toute façon, ça passe en atteinte sexuelle. À moins de 15 ans, c'est une infraction. Voilà. Très bien. Quel que soit le consentement. Donc, le viol, pour répéter, pour être clair, donc c'est toute pénétration anale, buccale ou vaginale, de quelque nature qu'elle soit, que ce soit fait avec un objet digital ou avec le pénis, Absolument. sur la personne Absolument. d'autrui ou sur la personne de l'auteur, par violence, contrainte, menace ou surprise. Donc, c'est pour ça que quand j'ai des victimes qui me disent non, mais il m'a juste, on va parler avec les mots, hein, il m'a juste doigté, mais non, c'est du viol. C'est un viol. C'est Il y a un viol, pénétration, donc il y a viol. Donc voilà, il y a beaucoup de victimes qui pensent que le viol ne se fait que de l'homme sur la femme et avec son pénis. Donc même si c'est une fellation, c'est un viol. Alors, une fellation de la victime sur l'auteur, c'est un viol de toujours, depuis toujours. Désormais, et c'est très récent, depuis 2018, une fellation administrée par l'auteur des faits, le mis en cause, sur la victime, est un viol, ce qui n'était pas le cas avant 2018. Et ça restait un délit. Alors, il y a une question. Pourquoi une pénétration sans consentement est annoncée comme une atteinte sexuelle? Il manque des éléments pour répondre. J'essaie de la retrouver.
Non, une pénétration sans consentement est un viol. C'est un viol, mais c'est pour ça que. Alors, je relis quand même. C'est pour ça que il faut pas trop s'attacher aux définitions sémantiques, aux utilisations sémantiques d'atteinte, d'agression. Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Autrement dit, tout ce qui se passe de sexuel entre deux personnes, quel que soit leur âge, quel que soit leur consentement ou autre, est une atteinte sexuelle. Cette atteinte sexuelle est illégale, soit parce que la victime a moins de 15 ans, soit parce qu'elle a entre 15 et 18 ans, et que c'est consenti, hein, mais que ça vient d'un ascendant légitime ou d'une personne ayant autorité, soit que, plus largement, ça c'est une agression sexuelle, les faits ont été commis avec violence, contrainte, menace, surprise, et si ces faits-là de nature sexuelle, si cette atteinte sexuelle a été à la fois commise avec violence, contrainte, menace, surprise, et qu'elle comporte une pénétration du corps de l'auteur ou du corps de la victime, c'est un viol. D'accord. Très bien. Ensuite, on va parler, on va essayer de faire les choses dans l'ordre, le délai de prescription. Donc, une fois qu'on a établi ce qui était l'acte subi, il s'impose un délai de prescription. Pas plus tard qu'il y a 1 heure, j'ai appris à une victime qui, elle, pensait que ces faits étaient prescrits, mais que non, les faits n'étaient pas prescrits parce qu'elle partait, elle pensait que l'acte, le délai de prescription, alors qu'elle était mineure lors des faits, elle pensait que le délai partait du moment que l'acte a été subi. Et donc voilà, tu peux expliquer la différence entre une victime d'agression sexuelle et une victime de viol, et son délai qui a évolué dans le temps et depuis 88 ou 7, je ne sais plus exactement. Alors, on commence par des questions générales et du coup, ça m'amène à être un peu long. Sur la prescription, on pourrait rester 2 heures et ne parler que de la prescription. On va rester en surface. Voilà, je vais rester en surface et pour les puristes, il y aura quelques imprécisions, mais c'est pour vulgariser. La notion de prescription, elle existe pour toutes les infractions pénales. Un vol, un assassinat, tout ça, c'est soumis à des prescriptions. Au-delà d'un certain temps, on ne peut plus poursuivre. Généralement, ça c'est la règle générale, la prescription, le délai de prescription fixé par la loi part à compter de la date de commission des faits. Avant 1989, et je vais faire cet historique parce que nous rencontrons des victimes qui viennent nous voir pour des faits parfois extrêmement anciens. Avant 1989, le mineur n'était pas considéré comme une victime particulière. Les faits, la prescription des faits partait à compter de la commission des faits. Autrement dit, un mineur de 5 ans qui subissait une agression sexuelle qui n'était pas un viol, qui était un délit, la prescription étant de 3 ans, eh bien si à 8 ans ou à 9 ans, aucune plainte n'avait été déposée, les faits étaient définitivement prescrits, ils ne pouvaient plus être poursuivis. Pour un viol qui est un crime, et le délai de prescription à l'époque des crimes était de 10 ans, c'était pareil. Une victime de 5 ans violée, si à 16 ans elle déposait plainte, eh bien les faits étaient prescrits. On a pris le mineur comme victime particulière simplement à compter de 1989, où, attention, on a repoussé à la date de la majorité la capacité de déposer plainte, de faire partir le délai de prescription, fait subi à l'âge de 5 ans, j'ai jusqu'à 18 ans pour faire partir la prescription de 10 ans pour un viol, soit jusqu'à mes 28 ans, uniquement à partir de 1989 pour des personnes subissant un viol de la part d'ascendants légitimes, de personnes ayant autorité. Autrement dit, celui qui était violé par son voisin à l'âge de 5 ans devait, au-delà de 1989, encore déposer plainte dans les 10 ans. À partir de 1995, ce report à la majorité du début de délai de prescription
va concerner également les délits sexuels. Attention, toujours avec cette condition que les faits aient été commis par un ascendant légitime autorité. Mauvaise connexion. Attends, ça a coupé. Fred. D'accord. Ça repart? Ça remarche? Ça repart. Ça repart. Bon. Oui, ben, la machine se barbe aussi, c'est un peu barbant comme énumération. Bon. Ce n'est qu'à compter de 1998 que ça va être étendu à tous les crimes sexuels, tous les délits sexuels. 2004, la prescription va passer pour les crimes à 20 ans, c'est-à-dire que le mineur subissant à 5 ans, ça part à compter de 18 ans, subissant un viol à 5 ans, ça part à compter de 18 ans, il a jusqu'à ses 38 ans pour déposer plainte. Et pour les délits, ça passe à 10 ans. En 2017 est intervenue une réforme de la prescription générale qui a fait passer la prescription des délits de 3 ans à 6 ans et des crimes autres que le viol, enfin, en ce compris le viol, à 20 ans. Ce qui fait que les crimes sexuels n'avaient plus de prescription spécifique. La loi Schiappa, 2018, a fait passer cette prescription à 30 ans. Ça veut dire que le mineur de 5 ans qui subit un viol à 5 ans a jusqu'à ses 18 ans pour voir partir la prescription et a donc jusqu'à ses 48 ans pour pouvoir déposer plainte. Il est important de rappeler que la loi n'est pas rétroactive. Alors, c'est pour ça que j'ai énuméré ces lois. Je les énumère parce que aujourd'hui, quelqu'un de 45 ans m'écoutant pourrait se dire, j'ai subi des choses quand j'étais mineur, je peux donc encore déposer plainte et les faits ne sont pas prescrits. Non, malheureusement. La loi, en règle générale, et sur le terrain pénal en particulier, n'est pas rétroactive. Certes, sur le terrain des peines, par exemple, si une infraction pénale, une infraction comme le viol, par exemple, était punie de 10 ans en 2000, date de commission des faits, si en 2005 une loi le punit de 20 ans, eh ben, ça restera applicable, la loi pénale la plus douce restera applicable à la date de commission des faits, c'est-à-dire 10 ans. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de rétroactivité. Pour ce qui est de la prescription, c'est pas une question de rétroactivité, c'est une question d'application immédiate. Autrement dit, si au moment où une loi allonge le délai de prescription, la prescription de l'infraction que l'on a subie n'est pas encore intervenue, le nouveau délai de prescription s'applique. Si la prescription est intervenue, il ne s'applique plus. Exemple pratique, j'ai parlé de la loi de 2004 qui allongeait à 20 ans le délai de prescription. Des faits dont le délai de prescription aurait commencé en 1993, par hypothèse, sont prescrits à l'époque, puisqu'il n'y a que 10 ans de prescription, en 2003. Parti en 1993, voit cette prescription intervenir 10 ans après en 2003. La loi de 2004 fait passer à 20 ans, mais la prescription étant intervenue en 2003, c'est fini. La victime ne bénéficie pas de ce rallongement de 10 ans de plus de prescription. Inversement, des faits subis en 1995, ou dont la prescription part en 1995, la prescription n'est pas intervenue en 2004, puisqu'elle serait intervenue en 2005, ça rajoute 10 ans, à tout d'un coup, la victime se voit allouer 10 ans de plus et passe à 2015. Dans chaque dossier, en toute hypothèse, même si ça c'est la règle générale, il faudra que, élément en main, puisque vous l'avez compris, suivant la qualité de l'auteur, qu'il est autorité ou qu'il n'est pas autorité, on va appliquer des délais différents. Il faudra que l'avocat saisi reconstitue le passé pour voir si, par chance,
au fur et à mesure des évolutions de la loi, la prescription s'est maintenue toujours en activité ou pas. Si elle a été intervenue, à un moment donné, c'est fini, on peut plus la réactiver. Donc ça va me permettre de passer à une autre question. À quel moment je porte plainte? À quel moment je dois prendre un avocat? Alors, je pense que le mieux, avant de déposer plainte, est peut-être de rencontrer l'avocat. Sauf dans l'hypothèse où l'on s'approche de son anniversaire en 8, c'est-à-dire que les questions de prescription vont nécessairement se poser pour des gens qui atteignent 28 ans, 38 ans ou 48 ans. Bon, donc à ce moment-là, dès qu'on a déposé plainte, on a interrompu la prescription. Si on s'approche de ces âges-là, il vaut peut-être mieux déposer plainte immédiatement. Bon. Le dépôt de plainte, c'est uniquement le fait de se rendre dans une gendarmerie et de dénoncer les faits, d'être auditionné pour dénoncer les faits, ou au commissariat, gendarmerie, au commissariat. Il n'est pas nécessaire de formaliser une plainte entre les mains du procureur de la République, de passer entre les mains d'un avocat. L'avantage du passage devant l'avocat permet de reconstituer ce passé tel que je l'ai évoqué tout à l'heure et permet d'éclairer quand même la victime sur la prescription des faits. Ne fût-ce que pour qu'elle ne construise pas des plans sur la comète sur une possible poursuite. Et donc, je vais à la gendarmerie, je porte plainte. Absolument. Donc, le circuit, le dépôt de plainte est envoyé au procureur. La gendarmerie informe le procureur de ce qu'une plainte est dénoncée lorsqu'elle concerne des faits de cette nature-là. Dans la mesure où le procureur aura le choix d'orienter la procédure dès l'origine et de prendre des mesures particulières. Je pense par exemple à des mesures de protection. C'est-à-dire que des faits qui concernent des mineurs qui le sont encore, qui ont l'occasion d'être en contact régulier avec leur agresseur, le procureur de la République a la possibilité d'extrême urgence de prendre ce qu'on appelle une ordonnance de placement provisoire, c'est-à-dire de retirer l'enfant du milieu nocif et de le placer auprès d'un tiers de confiance pour éviter une réitération de faits. D'autre part, le public va, dans la procédure, une enquête préliminaire, c'est-à-dire une enquête qui reste à charge des gendarmes ou des policiers saisis, et puis ils poursuivent leurs investigations comme s'ils étaient saisis d'une infraction lambda. C'est de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire. Mais le procureur de la République peut également adresser le dossier à un juge d'instruction immédiatement si les faits sont suffisamment établis et suffisamment crédibles pour qu'ils soient pris en main immédiatement par un juge d'instruction. Donc on peut dire quand même aux victimes du moment qu'elles ont porté plainte, si elles passent pas par un avocat en premier, si elles vont déposer plainte, elles ont le temps de prendre un avocat, de se tourner vers un bon avocat, de trouver l'avocat qui est spécialiste aussi dans ce domaine, avant que le magistrat oriente classe ou oriente la poursuite. Bien évidemment. Donc, je préciserai d'ailleurs que l'avocat a principalement, durant une enquête, c'est-à-dire avant qu'un juge d'instruction ne soit éventuellement saisi, qu'un rôle de conseil et d'éclairage, d'information. Parce que durant l'enquête, sous le contrôle du parquet, sous le contrôle du procureur, l'avocat n'a pas accès au dossier. D'accord. Donc, ce n'est que lorsqu'un juge d'instruction est saisi que l'avocat a accès au dossier. Alors, on a largement le temps, évidemment. Bien. J'ai une question, j'en ai plein, mais malheureusement ça bug, donc on me les envoie en même temps. Mais je suis bloqué sur une. Est-ce que si la personne met son doigt dans ma culotte, dans notre culotte et caresse notre sexe, on qualifie cela comment? Mais comment l'expliquer, s'il n'y a pas de pénétration digitale, ça reste des agressions, mais pas des viols. Et ça, ce peut être deux choses différentes.
soit une agression sexuelle, qui est un délit, puisqu'il n'y a pas de pénétration. On est bien d'accord, il n'y a pas un viol. Ça peut être une agression sexuelle si le défaut de consentement est établi. L'auteur des faits était mon oncle et moi j'étais âgé de 16 ans. Alors, à partir du moment où le consentement n'est pas établi, c'est une agression sexuelle. Si le consentement était établi, par hypothèse, ça resterait potentiellement une atteinte sexuelle. Je dis potentiellement parce qu'à 16 ans, on a entre 15 et 18 ans, la question serait de savoir quel est le rôle de l'oncle dans la famille. Si on vit habituellement sous son toit, le principe de l'autorité peut être retenu et donc créer une atteinte sexuelle. Comment prouver des viols des années plus tard? Alors, moi, quand je suis allé déposer plainte, après le dépôt de plainte, j'étais expertisé psychologiquement et ça a bien montré qu'il y avait eu une agression sexuelle. Je n'ai pas eu d'analyse médicale pour voir s'il y a pénétration anale, mais s'il y a des fissures, par exemple, ou des traces. Et moi, j'ai l'avantage aussi d'avoir eu que mon agresseur avait tout avoué. Tous les actes subis, il les avait avoués. On était 3 victimes et j'ai pas eu j'ai pas eu le droit à la confrontation non plus, mais ça on en parle. On est confronté à la principale question. Le dépôt de plainte est une chose. Il comprend des éléments de crédibilité ou pas. Il faut bien comprendre que nous sommes dans un système dans lequel la présomption d'innocence prévaut. Ce qui n'est pas critiquable en soi, hein. C'est une protection collective. Mais donc la preuve des faits repose nécessairement sur la victime. Entendons-nous bien, il n'y a jamais, lorsque des faits sont dénoncés a posteriori par quelqu'un qui est devenu adulte, de capacité à prouver. Il est rarissime de trouver des traces écrites, de trouver des... Désolé. Bon, mais on va repartir sur d'autres questions. Alors mince, je les avais notées. Du coup, j'ai changé de conversation. Elles sont là. Pourquoi les affaires criminelles sont correctionnalisées? Alors, moi, je vais faire juste analyse de ce que tu m'avais expliqué. Toi, ça t'est arrivé de demander la correctionnalisation, c'est-à-dire passer d'un crime à un délit, pour protéger la victime, parce que un procès en assise, c'est pas du tout le même procès qu'en pénal. Et donc, quand tu as une victime qui est fragile, c'est bien aussi pour elle, pour la protéger, de correctionnaliser une affaire. Donc, est-ce que tu peux expliquer Oui. En substance, un crime, un viol est un crime et est jugé devant une cour d'assises. Correctionnaliser, ça veut dire requalifier l'infraction commise pour la transformer en délit, parfois de manière très artificielle, puisque j'ai eu l'occasion de voir des qualifications de délit qui étaient agression sexuelle, délit à l'époque, en l'espèce un viol. Mais parce qu'on l'avait qualifié d'agression sexuelle, poursuivi devant un tribunal correctionnel. Le problème, c'est que les peines encourues redeviennent du coup les peines du délit, et non pas les peines du crime. Où on est à 5 ans, 75 000 euros d'amende, ou ça peut aller jusqu'à 10 ans, ça dépend de l'auteur des crimes. Voilà. Ça peut aller jusqu'à 10 ans, mais devant une cour d'assises, avec un mineur, avec circonstance du mineur, c'est 20 ans. C'est pas tout à fait la même chose. Il faut savoir que la correctionnalisation doit se faire, lorsqu'elle se fait devant un juge d'instruction, lorsque le principe de la pénétration est établi. Il ne peut se faire qu'avec l'accord de la victime. Donc, pas de crainte, il ne peut pas y avoir de correctionnalisation sans l'avis, l'accord de cette victime. Comment peut-on, pourquoi donner un tel accord? Pour diverses raisons. Certes, ça protège, dans certains cas, la victime. J'ai connu des victimes qui se trouvaient dans une situation
vis-à-vis de l'agresseur ou vis-à-vis de leur parcours personnel qui les aurait conduits à subir un calvaire devant une cour d'assises, puisqu'il y a là des jurys populaires et que des avocats de la défense n'hésitent pas à s'en prendre, à stigmatiser le comportement de la victime pour expliquer les faits, pour les justifier en quelque sorte. Et nous avons des victimes qui sortent d'un procès d'assises complètement détruites. Il s'agit évidemment d'éviter cela. On va rencontrer des cas dans lesquels les faits ou le comportement de la victime peut laisser un peu dubitatif quant à son consentement ou non, et le fait de confier ces dossiers à des magistrats professionnels permet un abord plus sûr pour la victime et éviter de se perdre dans des considérations qui ne sont pas des considérations juridiques. Et puis il y a des cas qui sont des cas plus particuliers, qui concernent pas vraiment des mineurs, mais je pense à des viols entre époux, puisqu'il peut y avoir des viols entre époux, hein, il n'y a pas d'obligation. Bon, et dans les viols entre époux sont souvent correctionnalisés parce que la victime ne souhaite pas que souvent le père de ses enfants soit traduit avec la publicité qui va avec devant une cour d'assises. D'accord. Et surtout, on en vient maintenant à ces correctionnalisations qui semblent subies. Les cours d'assises étant engorgées, le parquet ou le juge d'instruction peuvent, dans des cas où la pénétration n'est pas strictement établie, choisir par économie en quelque sorte de correctionnaliser. Alors, le terme correctionnaliser n'est pas alors utilisé, de dire, écoutez, l'agression sexuelle est établie, mais la pénétration pas véritablement, donc on n'est pas sûr qu'il y ait un crime, donc ça reste un délit. Et on traduit devant un tribunal correctionnel. Pourquoi? Pour économiser des dépenses à la société, parce que l'organisation d'un procès d'assises est un grand barnum qui coûte beaucoup d'argent, et désengorger les tribunaux. Il y a une ouverture, puisque ont été créés il y a 2 ou 3 ans de cela, des tribunaux criminels qui permettraient ou qui permettront de juger devant des magistrats exclusivement professionnels, c'est-à-dire de la même façon que devant un tribunal correctionnel, des crimes, à condition que ces crimes soient punis d'un maximum de 20 ans. Autrement dit, on ne pourra pas juger un assassinat devant un tribunal criminel, mais on pourra juger des viols sur mineurs, puisque la peine encourue est de 20 ans. Ça permettra d'être jugé comme devant un tribunal correctionnel, comme dans les cas de correctionnalisation, par des magistrats exclusivement professionnels, mais avec des peines encourues qui sont celles du viol, et non plus celles de l'agression sexuelle, c'est-à-dire les 20 ans que j'ai rappelés tout à l'heure. Ces tribunaux criminels sont en expérimentation dans 3 cours d'appel actuellement, et je pense que le système sera étendu à l'ensemble du territoire national. Dans lesquelles régions c'est? Je les ai pas notés, je les ai pas en tête. Donc il y a Rennes, il me semble qu'il y a je sais plus. Enfin bon, peu importe. En tout cas, les retours montrent. C'est une expérimentation et donc c'est intéressant. Ce qui amène à classer sans suite une plainte. Et plus on est éloigné des faits, et plus le risque de classement est important. Tu as rappelé tout à l'heure l'expertise psychologique que tu avais connue. Elle n'a pas scientifiquement établi ta situation de victime. Elle l'a confirmé en quelque sorte. Elle a confirmé, oui. Mais dans ton dossier, la bénédiction est venue de la reconnaissance des faits par l'auteur, qui était poussé par la multiplicité des plaintes. Et de ce point de vue, il est évident qu'un dossier dans lequel il y a plusieurs plaignants qui se plaignent sans se connaître de mêmes faits apporte évidemment de la crédibilité aux accusations qui sont portées. Concernant alors pour le procès, alors moi j'ai un très bon souvenir, mais bon, moi je suis l'exemple où j'ai eu
que du bien, moi, pendant mon affaire, de la gendarmerie à toi, à l'avocat, au procès, aux révélations aussi du prédateur. Et tu m'avais conseillé de ne pas faire le huis clos, parce que faire un huis clos, c'est aussi protéger l'agresseur. Et puis nous, justement, ce qu'on voulait, c'est mettre cet agresseur qui avait une image parfaite dans le village et tout ce qui entourait autour, les villages qui entouraient autour. Et c'était mettre vraiment celui-là au milieu du village, au milieu de la place du village pour le montrer du doigt et le dénoncer. Quelles sont les conditions du huis clos? À quel moment on peut demander le huis clos? À quel moment quelles sont les règles pour le huis clos? Les règles pour le huis clos sont les suivantes. Un mineur victime, même devenu majeur, à partir du moment où il a été victime mineur, s'il demande le huis clos, ce huis clos doit lui être accordé de droit. La juridiction ne peut pas s'y opposer. Lorsque la victime a subi des faits en tant que majeure, elle peut demander le huis clos. Ce huis clos n'est pas forcément accordé par que ce soit une cour d'assises ou que ce soit un tribunal correctionnel. Quand la victime est majeure. Quand la victime a subi des faits en tant que majeure. Lors des faits, voilà. Voilà, au moment des faits, était majeure. Lorsqu'elle était mineure, c'est de droit. Quel est l'intérêt du huis clos qui normalement est ordonné dans l'intérêt de la victime? C'est de la protéger parce que il est toujours extrêmement difficile de réévoquer les faits, de subir une nouvelle intrusion, en quelque sorte, une nouvelle effraction par ce rappel des faits, devant des tiers, qui ne seraient pas des tiers professionnels ou des jurés d'assises. Donc c'est une protection. Souvent, il y a une terreur, ou une certaine terreur de la victime à l'approche du procès, et donc le huis clos est rassurant. Toutefois, il faut bien comprendre que si ça protège la victime, ça protège aussi l'agresseur. Pour deux raisons. La première, c'est que dans un procès, il faut bien comprendre que le public qui est là, si il y a des éclairs de haine dans son regard, c'est pas à l'adresse de la victime, c'est à l'adresse du mis en cause. Et celui qui est le plus gêné par une absence de huis clos, celui qui est le plus sous le regard des spectateurs en quelque sorte, c'est le mis en cause. Et donc, en se protégeant elle-même, la victime protège en partie l'agresseur. D'autre part, et c'est une chose que tu as pu connaître, les faits sur mineurs sont tellement odieux qu'il est plus confortable de ne pas y croire pour des tiers. Et dans une famille dans laquelle il y a de telles dénonciations, eh bien, il y a toujours une frange de gens qui, par confort, préfèrent ne pas y croire. Et parfois, qui continuent à dire que les faits sont faux, alors même qu'ils sont reconnus par l'auteur. Je sais de quoi je parle. Oui, mais malheureusement, ta situation n'est pas une situation exceptionnelle. L'avantage de l'absence de huis clos est que les tiers, les débats sont publics et les tiers peuvent entendre eux-mêmes que la personne n'a pas été condamnée à tort, mais qu'elle reconnaissait. Ils ont les détails des agressions et il est dans ce cadre-là beaucoup plus difficile d'entretenir l'illusion d'une erreur judiciaire. Juste un exemple, parce qu'il me paraît très très parlant. J'ai défendu une victime devant la cour d'assises d'Évry, à l'époque où il y avait une espèce de mode des tournantes dans les caves de banlieue. Et le président de la cour d'assises m'a demandé au début d'audience, puisque c'est à ce moment-là que l'avocat de la victime demande ou non le huis clos, de ne pas demander le huis clos. Principalement parce qu'il voulait que les débats soient publics et relayés pour qu'il soit bien entendu qu'un viol était un crime puni de lourdes peines. Il y avait la famille des deux accusés. Cette famille-là était convaincue de l'innocence de ces accusés et nous a accueillis à Évry, dans le grand hall du tribunal d'Évry,
avec des kalachnikovs à la place des yeux. À la fin du procès, et notamment les deux mères des deux accusés, qui avaient tout entendu, qui savaient que leur fils était coupable, ne les ont pas reniés, mais ce sont des mères et c'est tout à fait humain et normal. Mais elles ont eu, à l'endroit de ma cliente, une empathie, une sympathie, qui a, en quelque sorte, essayé de gommer le crime de leur enfant. Et ces regards-là, on n'a pu les obtenir que parce que cette victime avait accepté que les débats n'aient pas lieu à huis clos. D'où l'importance. ça dépend de la force aussi de la victime. Absolument, ça demande un fort courage de la victime. Quand on parle de mineurs, de violence, tu parles de la tournante, on parlait de violence, sûrement il devait être mineur sur mineur. Oui. Comment ça se passe? Je sais qu'à partir de 13 ans, maintenant, un mineur qui a agressé un autre peut être condamné. Il faut savoir quand même que 25% des violences sexuelles, et je crois que c'est beaucoup plus dans le sport, sont commises de mineurs sur mineurs. Donc, peux-tu expliquer ce qui peut se passer pour un mineur agresseur et aussi, est-ce qu'un mineur peut aller porter plainte sans ses parents? Alors, c'est deux questions. Oui, alors sur la première question, on l'évacue, mais elle est importante. Un mineur peut dénoncer des faits. Et la dénonciation de faits constitue une plainte en tant que telle. Mais il ne peut pas se constituer partie civile. Il ne peut le faire que par l'intermédiaire de ses représentants légaux. D'où l'importance d'avoir des représentants légaux qui suivent et défendent l'intérêt de leurs enfants et la désignation, dans le cas contraire, d'un administrateur ad hoc. J'ai rappelé que j'étais l'avocat de cet administrateur ad hoc. Lorsque les mineurs sont auteurs, ces mineurs sont jugés selon les mêmes critères pour la détermination des faits, pour la qualification des faits, que ceux concernant les majeurs. Ce sont les mêmes infractions. Il n'y a pas d'infraction particulière ou rédigée différemment parce que l'auteur serait un mineur. Ce ne sont que les peines encourues qui sont des peines de moitié de celles qui sont encourues pour les majeurs, puisqu'on considère que, en tant que mineurs, ils ont en quelque sorte une responsabilité atténuée. Un peu les circonstances atténuantes, en quelque sorte, de minorité qui existaient autrefois, qui n'existent plus aujourd'hui. Mais il n'y a que la peine qui change. Et il y a une cour d'assises pour mineurs, comme il y a l'équivalent du tribunal correctionnel, un tribunal correctionnel. Parquet de mineurs. Oui, enfin, parquet des mineurs, il y a au sein du parquet un procureur qui est plus spécialement dédié aux mineurs. Mais enfin, il fait son travail comme tous les autres parquetiers. Très bien. Et tu as raison de souligner que les agressions par des mineurs sur des mineurs sont relativement fréquentes. Et c'est pour ça qu'il faut évidemment surveiller nos enfants pour éviter qu'ils ne soient agressés. Il faut aussi, je crois, surveiller ces enfants sans suspicion particulière, mais pour éviter qu'ils ne deviennent agresseurs. Et on a beaucoup d'agressions de gamins d'entre 12 et 15 ans qui s'en prennent à des beaucoup plus petits pour s'en servir d'objets de découverte de la vie sexuelle. Ouais. Donc il faut être vigilant. Il faut être vigilant, d'où la prévention auprès des enfants, à leur apprendre que le corps leur appartient et que personne n'a le droit de toucher leurs parties intimes. On a parlé de la confrontation. Non, on n'a pas parlé de la confrontation. Concernant la confrontation, justement, oui. Elle peut être refusée ou pas. Comment ça se passe? Alors, la confrontation, d'abord, il faut savoir qu'elle peut avoir lieu dans deux cadres particuliers. Où il y a trois moments, on va dire, où on peut être confronté à son agresseur. Le premier, c'est devant les services de gendarmerie ou de police au moment de la plainte. Alors pas le jour même de la plainte, mais il y a une convocation qui peut être faite à des fins de confrontation avec le mis en cause. Il faut savoir que lors de cette confrontation, la victime peut être assistée par un avocat. Et il est extrêmement important, dans ces moments-là, d'avoir un tiers à ses côtés qui rassure,
qui oriente, qui évite parfois, il faut le dire sans être accusateur évidemment, mais quelques maladresses des services d'enquête. Il faut savoir que tous les enquêteurs sont pas spécialisés. Vous allez dans une gendarmerie de rurale, bon bah c'est parfois la deuxième ou troisième fois qu'ils sont confrontés à des plaintes de nature sexuelle. Donc pour tout ça, pour ce type de confrontation, il faut effectivement être assisté. L'autre confrontation, c'est devant le juge d'instruction, potentiellement, j'y reviens, et puis la dernière fois, c'est au procès. Cette confrontation, est-ce qu'on peut la refuser? Techniquement, oui. Personne ne se verra décerner un mandat d'amener devant un juge d'instruction ou devant un service de gendarmerie, en qualité de victime, pour être confronté à son agresseur. Si je veux pas y aller, j'y vais pas. Maintenant, on a rappelé tout à l'heure les difficultés probatoires que l'on pouvait rencontrer dans certains procès. Il est évident que, comme on va fonder notre plainte sur de la conviction et de la crédibilité, à partir du moment où je veux être cru sur ce que je dis et sur ce que j'affirme, je vais perdre évidemment de la crédibilité à refuser d'être confronté à celui que j'accuse. Donc je ne peux qu'inviter, et c'est ce que je fais à l'égard de tous mes clients, qu'inviter les plus réticents à prendre sur eux, leur rappeler les conditions dans lesquelles la confrontation peut être aménagée, mais pour qu'ils subissent et acceptent de subir ce qui est, j'en conviens, une épreuve. Une épreuve, effectivement. Une personne a refusé justement la confrontation, cela va me porter préjudice. Bon, tu l'as expliqué, ça peut porter préjudice, effectivement. Alors après, y a-t-il un avancement concernant le consentement d'un mineur de moins de 15 ans? Donc l'âge plancher qu'on parlait. D'accord. Alors, l'âge plancher, moi je trouvais que c'était une excellente idée. Il est évident que les affaires dans lesquelles on a eu des mineurs de 11, 12 ans que un tribunal a pu considérer comme consentantes à une relation sexuelle avec un adulte bien plus âgé, un majeur assez âgé, ça se heurte là à la définition que j'ai donnée tout à l'heure, c'est-à-dire il faut déterminer la contrainte, la violence, la menace ou la surprise. Le législateur, enfin le gouvernement, a souhaité, dans le cadre de la loi Chapa, des premiers élans de la loi Chapa, poser comme un principe que quand un mineur a moins de 15 ans, il ne peut pas avoir un consentement éclairé. Et donc, poser comme principe que toute atteinte sexuelle, c'est-à-dire relation de nature sexuelle avec un mineur de moins de 15 ans, était forcément entaché d'un vice du consentement de ce mineur. La difficulté, c'est que ça crée une présomption de culpabilité, et on a beaucoup parlé de cette mesure-là en se demandant s'il fallait mettre 13 ans, 15 ans, quel était l'âge plancher. Il y a eu une proposition dans le cadre du projet de loi gouvernemental, c'est passé devant le Conseil d'État avant de passer entre les mains de l'Assemblée nationale, et c'est le Conseil d'État qui est un conseil juridique du gouvernement qui a dit non, ça ne passera pas la rampe de la constitutionnalité. Donc il n'y a pas d'âge plancher dans lequel on présumerait, ou à partir duquel on présumerait le vice du consentement. Il y a cependant, et je l'ai emmené parce que question sur ce terrain-là, je suis très malin. Vous bien préparé. Voilà ce qu'a rajouté quand même la loi Chapa. Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de 15 ans, c'est-à-dire de moins de 15 ans, vous l'avez compris. De 0 à 15 ans. De 0 à 15 ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de la vulnérabilité de la victime, ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes. Cela fait suite à une autre partie de l'article qui nous disait que la contrainte peut résulter de la différence d'âge existant entre la victime et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime. Autrement dit,
on est quand même dans une formulation de la loi qui permet au juge de dire que la contrainte, il la voit caractérisée par la différence d'âge existant entre l'auteur et la victime. Et que cette différence d'âge est d'autant plus importante que le mineur est jeune, et donc, a fortiori, lorsqu'il a moins de 15 ans, on lui attribue en quelque sorte une vulnérabilité qui, en creux, renvoie peu ou prou à cette présomption de culpabilité de l'auteur. Voilà. Donc, on va dire que s'il y a un âge, c'est bien celui de 15 ans, dont tu as vu qu'il était repris comme circonstance aggravante, c'est la majorité sexuelle, on va dire. Hein, on dit qu'il n'y a pas de majorité sexuelle en France, donc de 15 ans. Ah, ça rebug. Oui, c'est bon. Là, tu m'entends? Tiens. Oui, la majorité sexuelle de 15 ans, elle est inscrite partout, finalement. Nulle part, pardon. Ah si, elle est inscrite partout. Elle est inscrite partout. Absolument. C'est-à-dire que il y a des infractions. Lorsque je parle d'atteinte sexuelle tout à l'heure, et c'est là qu'on va déterminer ce qu'est la majorité sexuelle. L'atteinte sexuelle, c'est-à-dire sans contrainte, violence, menace ou surprise, elle va distinguer 3 paliers d'âge. 15 ans, en dessous de 15 ans, une relation sexuelle avec un mineur de moins de 15 ans, même si c'est un pléonasme de moins de 15 ans, un mineur de 15 ans, donc 0 à 15 ans, c'est une atteinte sexuelle. Même si on arrive à démontrer que il était consentant. On n'a pas à y toucher. C'est une infraction. C'est pas une agression sexuelle, c'est pas un viol, mais c'est une atteinte sexuelle. Donc, au-delà de 15 ans, il peut se passer n'importe quoi entre personnes consentantes, à la seule limite de 15 à 18 ans, que la personne avec laquelle il se passe des choses ne soit pas un ascendant légitime ou une personne ayant autorité. Une personne ayant autorité. Absolument. Mais et c'est très désespérant pour certains parents qui viennent me voir pour cela. Certains parents viennent me voir en me disant, mais voilà, ma fille de 16 ans est follement amoureuse d'un homme d'une quarantaine, d'une cinquantaine, voire plus âgé. Et il y a un détournement, il y a de toute évidence un abus de sa minorité, détournement de mineurs, enfin on me sort des notions qui sont des notions pour la plupart désuètes, hein, qui n'existent plus véritablement dans le code pénal. Mais je leur dis malheureusement non. Sauf à ce que nous caractérisions que ce majeur était en situation d'autorité au moment où il a noué la relation sensuelle avec cette victime, avec cette mineure de 15 à 18 ans, il n'y a pas d'infraction. C'est comme ça. Donc, il y a bien une majorité sexuelle à partir de 15 ans. Donc, un adulte peut avoir une relation sexuelle avec un mineur de plus de 15 ans, si, et bien sûr, il y a le consentement, et si la personne n'a pas autorité. Du moment qu'il y a autorité ou ascendance sur le gamin, interdiction. Et c'est considéré comme un crime ou délit. Non, j'ai dit en dessous de 15 ans, c'est une infraction. S'il y a consentement, et on peut imaginer un consentement d'une personne de 14 ans ou de 13 ans, certains sont en avance sur leur âge, mais nonobstant le fait qu'il y ait un consentement, il y a atteinte sexuelle. S'il n'y a pas de consentement, ça devient une agression sexuelle. Si de surcroît, à défaut de consentement, il y a une pénétration, ça devient un crime et un viol. Voilà. Ok. J'ai vu passer une question pour finir. On a refusé ma plainte. Sachez que les gendarmeries et les commissariats ne peuvent pas refuser la plainte. On en a parlé avec la BPDJ donc mardi. Ne peuvent pas refuser une plainte d'un citoyen. Et on vous l'a même dit, on vous conseille de signaler une personne, un agent qui refuse de prendre un dépôt de plainte. Et on vous a conseillé également de faire une plainte plutôt qu'une main courante. Une main courante n'est pas une plainte.
Exactement, c'est ce qu'on a expliqué mardi. Donc, sachez que un gendarme ou un policier n'a pas le droit de refuser le dépôt de plainte d'un citoyen et c'est gratuit parce qu'on nous a posé la question aussi. Bien sûr. C'est un service gratuit de l'État déposer une plainte. Donc, si on vous demande de l'argent en plus, donc là, il faut le signaler aussi parce que Bon. c'est une arnaque. Je ne l'ai jamais rencontré. En revanche, que par incurie, un gendarme ou un policier refuse de prendre une plainte, ça arrive. C'est une incurie qui doit être dénoncée. La plainte est un droit. Parfois, on vous dit déposer une main courante, bon, ça suffira bien. Il n'est pas donné suite à une main courante. Sachez que si vous arrivez en disant je voudrais déposer une main courante et que vous dénoncez ou décrivez des faits qui sont des délits ou des crimes, il appartient normalement à l'OPJ, l'officier de police judiciaire, de poursuivre lui-même. Il est informé de faits de nature criminelle ou délictuelle, il doit y donner suite spontanément. Donc, voilà, allez voir un avocat qui va saisir directement le procureur de la République de votre plainte et qui va demander à ce qu'on tire un peu les oreilles du gendarme ou du policier trop peu diligent. Une dernière, faut-il porter plainte dans la ville où a eu lieu les viols? Non, on porte plainte où on veut. Et après le dossier après est transféré. Absolument, puisque l'instruction des faits se fera sur le ressort ou dans le ressort du lieu dans lequel ils ont été commis. Alors, dépôt de plainte est très compliqué à la campagne. Alors, sachez qu'à la campagne, c'est zone de gendarmerie et on le disait donc mardi, les gendarmes sont de plus en plus formés et tous les nouveaux gendarmes sont formés et ils ont un module sur ça. Donc, c'est peut-être compliqué pour avoir un rendez-vous parce qu'il y a des permanences ou des astreintes qui sont mises en place, mais sachez que en campagne, vous tombez sur des gendarmes qui sont formés normalement. De plus en plus. Vous pouvez demander aussi, vous pouvez choisir si vous préférez déposer plainte face à une femme ou à un homme. Vous pouvez choisir aussi si vous vous sentez plus à l'aise dans le dépôt de plainte. Bon, ben voilà, on en a fini pour ce passage juridique. Merci Fred. Vite fait, comment se passe ton confinement, même si je sais que c'est compliqué pour les avocats en ce moment. Comment se passe ton confinement? Au travail, parce que c'est très compliqué pour les avocats et en qualité de bâtonnier, je suis obligé d'intervenir beaucoup. Et puis pour le reste, je fais des tours de magie. Attention, là on me voit, là on me voit plus, là on me voit, là on me voit plus. Voilà, c'est facile. Je donnerai le tour à tous ceux qui veulent le connaître. Très bien. Bon, merci beaucoup Fred, ce fut un plaisir encore et on se dit à très vite, j'espère. Normalement, mi-mai. Absolument. On va se voir. Je serai présent. Bon. Allez, bisous à tous et à très vite. Alors, je rappelle surtout que tous ces lives sont disponibles sur YouTube et donc vous pouvez les revoir. Bon, celui-là, il sera revu en début de semaine prochaine. Mais vous pouvez déjà revoir tous les autres, tous les précédents sur notre YouTube Colosse au pied d'argile. Voilà. Merci à tous, bonne journée, profitez du 1er mai demain, c'est férié. Ouais. Comment va se passer un confinement férié? Ça va être rigolo. Mais... Adisha.